Je pense que ça marche maintenant. C'est très bien. Monsieur le Voilà. président, vous avez la parole. Excellent. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Je sais que nous avons commencé avec un léger retard, mais c'est pas grave parce que c'est 9 minutes. Je pense qu'on pourrait rattraper. Et je voudrais vraiment saluer, Excellence, les chers amis de la francophonie qui avaient pris le temps, n'est-ce pas, d'être avec nous pour vous dire que c'est un réel plaisir d'être tous là ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, du prolongement de cette semaine de la francophonie, je dirais même ce mois de la francophonie. Et ce soir, dans un contexte bien précis, c'est celui, n'est-ce pas, la célébration de la culture. Car, comme vous le savez, la culture est dans l'ADN de notre organisation. Et donc, vous comprendrez bien que nous sommes très heureux de pouvoir nous associer aux organisateurs de la semaine de la langue française et de la francophonie. Je pense ici à Madame Biderman et puis à tous les autres. Donc, nous associer à vous pour organiser ce soir cette prestation artistique de Monsieur Timba autour de son œuvre. C'est également, j'allais dire, un vrai plaisir de pouvoir bien prendre connaissance, n'est-ce pas, de cette œuvre, danse libre, qui est aussi l'expression, n'est-ce pas, de cette culture. Et nous insistons beaucoup sur le concept culture, simplement parce que nous estimons que au-delà de toutes ces célébrations, nous savons quelle importance nous lui accordons, parce que, comme vous le savez, la culture est consubstantielle même, n'est-ce pas, à la nature humaine, parce que ce qui reste, comment on dirait, ce qui demeure en nous lorsque nous avons tout oublié. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir écouter M. Bema qui donnera, n'est-ce pas, en sa manière, une forme, un fond, n'est-ce pas, à cette culture exprimée, n'est-ce pas, d'une autre façon à travers ce slam. Et vous dire que ce slam, et notamment son œuvre Danse libre, entre en phase avec le thème de la Journée internationale de la francophonie qui a été choisi par la secrétaire générale, son Excellence Madame Louise Mushiki-Wabo, qui a voulu vraiment que cette année, la Journée internationale de la francophonie, la semaine de la langue française, puisse être conjuguée au féminin, en retenant donc le thème femmes francophones, femmes résilientes. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître la bravoure, n'est-ce pas, de ces femmes, de ces filles, en ces temps difficiles, la COVID-19, et nous en prenons, n'est-ce pas, la mesure à travers leur implication dans les activités, dans les urgences, dans les hôpitaux, mais également dans les efforts qu'elles doivent davantage, j'allais dire, déployer pour pouvoir surmonter les difficultés liées au plan économique et social, n'est-ce pas, à cette crise, mais par-delà aussi pouvoir souligner que la francophonie sera à leur côté. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un certain nombre d'actions, un certain nombre de projets ont vu le jour en faveur, n'est-ce pas, des femmes. Je voudrais donc dire qu'au regard, n'est-ce pas, de la thématique, on serait, n'est-ce pas, très heureux si vous preniez, n'est-ce pas, le temps de rester avec nous à la fin de ce slam pour pouvoir croiser, n'est-ce pas, nos idées qui permettront bien évidemment de faire émerger d'autres propositions en faveur de la femme et des filles. Je voudrais donc encore une fois de plus vous remercier et passer la parole à Madame Chariat, la modératrice de cet événement. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie très chaleureusement et aussi l'Organisation internationale de la francophonie
d'avoir organisé cette soirée en ligne ce soir autour du poète Timba Bema et donc de son poème dans ce livre. Donc, dans le cadre des journées de célébration de la langue française et de ses multiples expressions, la parole poétique de Timba Bema nous fera voyager ce soir au cœur du thème des îles et des femmes résilientes. Comme toujours avec Timba Bema, ce voyage s'annonce riche, puisque nous allons voyager géographiquement en Haïti, mais aussi voyager dans l'histoire douloureuse à dépasser. Mais son texte nous fera surtout voyager au cœur d'une humanité profonde que Timba Bema saisit et chante de façon si nuancée. Donc, un voyage riche en images et musique évoquées par le rythme et les sons des mots et des notes. Né au Cameroun, à Douala, dans le quartier Bali, Timba Bema a été fortement imprégné par l'histoire coloniale tragique de son quartier natal, ainsi que par de nombreuses légendes qui ont nourri son imaginaire. En 2001, Timba Bema quitte le Cameroun pour Nantes. Après avoir séjourné 2 années à Paris, il vit et travaille depuis 2007 à Lausanne. Timba Bema est auteur de poésie, de nouvelles, de romans et participe régulièrement au débat d'idées par ses textes littéraires, ses tribunes dans plusieurs journaux comme Jeune Afrique, Le Temps, Le Point, Libération, et il écrit des chroniques littéraires dans le magazine Klijek Mag. J'espère que j'ai bien prononcé. En 2018, Timba Bema remporte le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour son poème Les Seins de la menthe. Donc, c'est un immense plaisir de pouvoir écouter ce soir Timba Bema. Nous sommes toutes très impatientes de vous entendre, Timba Bema, pour votre slam que vous avez donc intitulé dans ce livre. Alors, pour le déroulement de la soirée, je propose que nous écoutions d'abord votre slam et j'aurai ensuite le plaisir d'animer la conversation, un débat avec vous, Timba, sur votre poème, et le public aura enfin la possibilité de poser des questions et d'ouvrir et d'élargir le débat. À vous, cher Timba Bema. Merci beaucoup, merci Isabelle, merci à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, merci à la Semaine de la langue française et de la francophonie d'organiser cet événement pour simplement parler ou bien peut-être même nous rappeler quelque chose, je pense, d'essentiel, qui est que nous venons tous, hommes comme femmes, d'une femme, et que les femmes, finalement, comparées aux hommes, par exemple, ont un attachement, un rattachement très profond au monde, à l'univers, à la danse circulaire des astres. Et de se souvenir de cela, je pense, est très important dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, sans plus tarder, je vais commencer.
Danse libre. Soudain, la nuit avait mangé son corps, mais ses yeux éclairs voyaient comme en plein jour. Là-bas, ici, ici, là-bas, ici, la lune souriait de ses dents blanches, le bois entassé, le feu allumé, pourtant 10 000 soleils jaillissaient de ses entrailles noyées là-bas. Ici, là-bas, là-bas, ici, là-bas, le jour dans sa candeur solitaire avait comme une bombe explosé, le charbon mouillé, les cendres dispersées. Pourtant, la danse de la lune rythmait les élancements de son corps suspendu ici. Là-bas, ici, ici, là-bas, la révérence des tam-tams emballa les cœurs. Elle entra dans le cercle comme une énigme traverse le chat d'une aiguille. On murmura son nom, la diva de la forêt d'Hispaniola. Mais dans son plus intime, elle se savait poétesse, oui, poétesse gardienne de la frontière entre ici et là-bas. La diva frappa le sol de son pied, pluie de grelots. Ti Marie pas monter, ti Marie pas descend. Clair de lune. Jadis, commença-t-elle, on dansait nos danses dans la cour du roi. Notre roi, on dansait nos danses libres parce que nous étions libres. Les danses libres que l'on danse enchaînées sont-elles encore des danses? Là-bas, ici, ici, là-bas, ici, les femmes marchaient nues dans la rue, la poitrine ouverte et la tête fleurie. Les femmes là-bas s'en allaient à l'office, la poitrine bandée et la tête couronnée d'épines. Là-bas, ici, ici, là-bas, les femmes ici allaient au carnaval, les cheveux montés en rêve, en pyramide ou en radeau. Là-bas, les femmes tombaient en servitude, une mantille opaque et sublime jetée sur leur nuque baissée. Le pied de la diva frappa lourdement le sol. Pluie de grelots. Ti Marie pas monter, ti Marie pas descendre. Clair de lune. La chanson qu'elle chantait dans la langue de ses ancêtres disait à peu près ceci: la liberté, la liberté, la liberté est une affaire du corps. La liberté est une affaire du corps, où l'esprit martèle son vouloir, son caprice. Elle disait: si tu veux être libre, 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 chantait la diva au milieu du cercle immobile. Si tu veux être libre, 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 saisis-toi d'un ciseau et sculpte ta pensée sur le marbre de ta peau. Là-bas, ici, ici, là-bas, les femmes ici se dénudaient au seuil du marigot. Leurs pieds fermes caressaient l'eau, bain dans les clavers de midi. Joie de l'ablution et ingéniosité des mains. Là-bas, les femmes s'asseyaient lourdes dans des bassines d'eau chaude. Rêve de contrées lointaines, les bras croisés sur la poitrine. Ici, là-bas, ici, les femmes là-bas enfantaient puis se remplissaient de silence. Chaleur timide des cheminées, mains graciles qui tissaient patiemment leur son dans l'attente des hommes partis à dos de chevaux amassés du sel et d'autres trésors. Ici, les femmes à l'aube s'en allaient au champ, leurs champs légués par leur mère et les mères de leur mère. Elles labouraient, elles semaient les graines qui rempliraient la vie, leur silo. Le pied de la diva frappa lourdement le sol. Pluie de grelots. Ti Marie pas monter, ti Marie pas descend.
La chanson qu'elle chantait dans la langue des ancêtres disait à peu près ceci. La chanson qu'elle chantait, la diva de la forêt équatoriale disait à peu près ceci. Le corps, le corps, le corps est le territoire de la liberté. Ô toi qui veux briser les chaînes qui entravent tes mains, ton cou et tes pieds. Souviens-toi que tes dents ont été conçues, ont été conçues, ont été conçues pour laminer les fers. Là-bas, ici, ici, là-bas, le soupir des tam-tams attrista les reins. Elle sortit du cercle comme le vent se glisse sous la porte claire de lune. Basse, basse, basse. Merci. Merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur, Timba Bema. Magnifique, magnifique. Alors, ce texte m'a vraiment beaucoup touchée. Toute la performance m'a beaucoup touchée. D'une part, il y a cette beauté, cette force des images. Nous y reviendrons plus tard. Et d'autre part, ce rythme, la musique que vous mettez dans ce texte aussi. Ce rythme qui joue sur la répétition, sur les variations et qui rappelle quelque part des pas de danse. D'ailleurs, à un endroit, vous dites très clairement le pied de la diva frappa le sol, pluie de grelots. Donc, vous dédiez ce texte aux danseuses haïtiennes qui dansent entre ici et là-bas. C'est le refrain qui revient constamment. Ces danses d'où elles puisent leur force, on dirait, et qui leur donnent aussi la force de surmonter la grande rupture entre ici et là-bas, entre l'île et le continent mère, entre le présent et le passé avec ces grands traumatismes de l'histoire. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a déclenché l'idée de votre projet dans ce livre? Bon, vous savez toujours que c'est très compliqué de savoir pourquoi. Pourquoi les choses se font comme ça. Il y a par exemple une parole de Senghor qui me revient là maintenant, où en fait il disait que les poèmes en fait lui arrivent par phrases, comme des versets. C'est-à-dire que c'est comme si en fait il était sous le coup d'une dictée
il recevait comme ça une première impulsion et après, il développait cette impulsion et puis il ne savait même pas là où il allait et puis ça donnait le poème. Donc, je pense que c'est aussi ça un peu le poète, c'est-à-dire qu'il écoute un peu ces différentes impulsions-là qu'il reçoit. Moi, je les appelle des flashs, je les appelle même des aphorèmes aussi, donc c'est un peu un terme que j'ai conçu comme ça pour pouvoir donner de la substance à cela. Et donc, c'est un peu comme ça que ça vient. Mais par contre, je pense que j'ai quand même aussi une préoccupation, on va dire, disons, de l'ordre de la pensée. C'est-à-dire, en fait, je suis donc, je suis issu d'une société, hein, c'est une société camerounaise, donc, qui a quand même des similitudes avec d'autres sociétés africaines, et ainsi de suite, et où la femme a un statut particulier, où les femmes ont un statut particulier. Et donc, il m'est donc simplement arrivé de m'interroger, c'est-à-dire donc, de me demander, mais est-ce que les femmes, finalement, ont toujours eu un statut pareil dans cette société? Donc, voilà un peu le point de départ, on va dire, de ma préoccupation donc, par rapport à la problématique des femmes. Et progressivement, donc, en entrant dans un peu l'histoire, je me suis rendu compte que non, que les choses n'étaient pas du tout comme ça, que les femmes n'ont pas été des êtres, on va dire, secondaires, mais qu'au contraire, elles ont toujours occupé une grande centralité, que ce soit dans les religions. Par exemple, juste pour donner un exemple, donc, par exemple, la principale religion donc, du peuple Douala dont je suis issu, dans la principale confrérie qui s'appelle la confrérie du Djengu, c'est vraiment la confrérie la plus puissante. Les confréries, c'était des sortes de ministères comme ça, hein, qui géraient différents aspects de la société. Donc, de la société, la confrérie du Djengu gérait donc les finances, hein, qui est quand même un aspect très important de la société, et puis qui opérait les redistributions de biens, par exemple. Et à la tête de cette confrérie, c'était une femme qui gouvernait ça. Donc, un peu comme si le premier ministre à l'époque, était déjà une femme. Donc, c'est quand même déjà des choses qui m'ont beaucoup frappé. Et puis, bon, en allant un peu plus loin, j'ai observé la même chose, et notamment en Haïti, par exemple, où on a, par exemple, le rôle de la mère de Dessalines, par exemple. Hein. Donc, Dessalines, le fameux libérateur d'Haïti, celui qui a écrit la première constitution, et ainsi de suite. Donc, et que sa grand-mère, une esclave venant d'Afrique, qui a presque forgé, on va dire, le caractère de l'homme, qui lui a mis des idées de liberté dans l'esprit et puis qui l'a réalisé quand il est devenu un adulte. Donc, de constater, en fait, donc, il y avait une continuité, donc, comme ça, de femmes. Ce ne sont peut-être pas des femmes, en fait, je ne veux pas forcément parler de femmes puissantes, mais je veux parler de femmes qui ont un rôle de premier plan. Hein. Donc, d'observer cette continuité-là, voilà, c'est quelque chose qui m'a donné envie de coucher cela sur texte. Et puis, je pense que c'est un peu l'histoire, on va dire, un peu plus longue dans ce livre. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais peut-être rebondir justement sur cette question du statut des femmes. À un moment donné, dans votre poème, vous parlez de la diva. Hein, donc, c'est justement mettre la femme voilà, sur un piédestal. Et dans votre poème, on a l'impression que cette diva, en fait, elle est la gardienne d'une énigme. C'est-à-dire, elle est la gardienne d'une frontière ou de la frontière entre là-bas et ici. Et et elle se sait, vous dites aussi dans votre poème, elle se sait dans son plus intime la poétesse. Donc voilà, j'aurais bien voulu que vous développiez un peu cette idée justement de la femme diva, poétesse. Et comme vous situez votre poème aussi en Haïti, vous pourriez peut-être aussi développer un peu cette idée ou cette réalité de l'importance de la poésie en Haïti, où voilà, la poésie prend vraiment une place centrale dans la société et dans la culture. Oui. Bon, déjà, donc, en fait, oui, c'est-à-dire cette question de la poétesse, de la poésie, c'est-à-dire que l'idée, en fait, derrière cela, c'est que la poésie, c'est à la frontière. C'est-à-dire que le poète, la poétesse, c'est en fait comme quelqu'un qui se tient, bon, on va dire dans l'ancien monde, on appelait ça être à la frontière entre les humains et puis les ancêtres, ou alors entre le monde des humains et puis le monde des esprits. Bon, nous aujourd'hui, nous avons différentes croyances, mais disons que c'est quand même d'être à la frontière entre le monde des idées et le monde des humains. C'est-à-dire que d'être à cet endroit où, disons, il y a la clairvoyance, où on peut voir un peu plus clair. Parce que quand même, le but d'être en relation avec les ancêtres, c'est de voir un peu plus clair sur les choses. C'est-à-dire qu'on ne convoque pas les ancêtres si on ne veut pas voir plus clair. En général, c'est la raison pour laquelle on les convoque. Donc,
si on considère donc que là, c'est vraiment être à la frontière, disons, entre notre monde à nous et puis, disons, le monde des idées, donc le monde où, en fait, finalement, les choses sont beaucoup plus, alors un peu plus claires, où on peut un peu mieux voir nos existences. Donc, le poète, la poétesse, c'est vraiment celui qui se trouve là et qui, en fait, nous guide. C'est-à-dire que qui est comme un faisceau lumineux, en fait, qui nous montre la voie et puis qui nous dit, voilà, vous pouvez continuer, vous pouvez avancer, voici le cheminement que vous pouvez suivre. Donc, le poète, c'est vraiment cette sorte, ou la poétesse, c'est vraiment un éclaireur, une éclaireuse. Et forcément, un poète, une poétesse ne peut être importante que dans des périodes troublées, dans des périodes indécises, dans des périodes vraiment où on est en grande recomposition, où on est en train de se poser la question, bon, ben voilà, où est-ce que notre monde va? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là un peu comme monsieur le représentant disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de pandémie, hein, une pleine pandémie mondiale. Je veux dire, la dernière fois, c'était quand même la grippe espagnole. Bon, c'est vrai que nous avons perdu le souvenir de la grippe espagnole, mais nous sommes dans une période de grande incertitude, c'est-à-dire que ça ouvre quand même les questions de solidarité entre le Nord et le Sud, et puis donc, différentes questions sur l'avenir, hein, simplement, voilà, comme la planète, même la science elle-même est remise en question, donc on a des théories qui se font. Et je pense que justement, cette poétesse-là, en fait, dans une période aussi trouble que celle-là, et si on revient dans le cadre d'Haïti, ben, c'est de dire, en fait, que c'est vraiment par la réappropriation, en fait, du corps que l'on peut cheminer vers la liberté. C'est-à-dire que la liberté, en fait, n'est pas seulement une idée, mais c'est aussi ce qu'on fait de son corps. Et que commencer, en fait, à traiter, on va dire, d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus décente, beaucoup plus belle son corps, c'est la voie, le cheminement pour la liberté. Et donc, Haïti, forcément, nous connaissons un peu l'histoire d'Haïti, donc c'est aussi une grande terre de poètes. Hein, voilà. Une très, très grande terre de poètes, très, très grande terre d'écrivains. Donc, il y a un peu comme ça, voilà, des petits clins d'œil que je pourrais, voilà, que j'ai lancé de ce côté-là. Mais c'est principalement, on va dire, ce message-là aussi, peut-être d'éclaireur d'Haïti. C'est-à-dire que ce message, en fait, d'éclaireur d'Haïti, en fait, que Haïti a joué pour le monde noir. C'est-à-dire que de dire, en fait, que ben, je porte le flambeau de la liberté et que je vous montre la voie de la libération. Parce que ce qu'on oublie, en fait, souvent, c'est que Haïti, en fait, a été libre avant les États-Unis. Donc, l'idée même, en fait, de la liberté, finalement, de construire une nation sur la base donc, de cette idée-là, d'hommes égaux, libres, ainsi de suite, et voilà, c'est une idée qui vient d'Haïti. Donc, ce sont des anciens esclaves, en fait, africains qui ont inventé cela dans le Nouveau Monde avant que cela ne se répande un peu partout. Donc, j'avais aussi envie, quelque part, de mettre ce rappel-là dans la bouche, on va dire, hein, d'une femme, voilà, pour qu'elle nous rappelle que Haïti a été ce phare-là pour l'humanité, hein, pas seulement pour le monde noir, mais vraiment pour l'humanité, et qu'il ne faudrait pas l'oublier. Oui, merci beaucoup. Alors justement, si on parle d'Haïti, en fait, vous avez intégré une phrase en créole haïtien hein, dans votre poème qui est traduite en français, les choses vont-elles rester les mêmes? Donc, je me posais la question justement aussi, est-ce que c'est une phrase d'espoir ici qui est prononcée dans le poème et une phrase qui initie peut-être aussi à la résilience? Oui, je pense que les deux choses en fait sont liées. Les deux choses sont liées et que forcément la résilience en fait ce n'est pas un but, mais c'est un moyen. Hein, c'est-à-dire que c'est un moyen en fait donc on va dire de cicatriser un peu on va dire les différentes afflictions hein, que l'existence nous a infligées. Parce que bon voilà. Haïti, nous connaissons un peu le lot de douleur, le lot de malheur qui s'est abattu sur le peuple haïtien, sur le pays Haïti, même encore à l'heure actuelle. Hein, il y a des événements qui sont en train de se produire en Haïti, donc la situation n'est pas forcément des plus réluisantes. Nous avons aussi la même chose un peu partout. Voilà, donc quand on peut se balader en Afrique, on va retrouver aussi le même genre d'événements. Donc, il y a vraiment une situation comme cela d'incertitude. Et l'idée, véritablement, pour moi, en fait, c'était de mettre, disons, comment je peux dire ça, de rappeler, en fait, c'est-à-dire de remettre, en fait, cette centralité de la femme-là. Parce que j'ai quand même l'impression que nous avons souvent eu tendance à, on va dire, à utiliser ou alors à mettre en avant les femmes, on va dire, comme des figures d'apaisement, hein, comme des figures, on va dire,
de l'acceptation, c'est-à-dire que d'accepter le sort, d'accepter le destin. Mais là, véritablement, on a une femme qui nous dit, ne vous contentez pas de ce destin-là. Et donc, d'où en fait sa question, c'est-à-dire que d'où en fait sa question qui est, est-ce que vous voulez que les choses demeurent ainsi? Voilà. Donc, et puis, je trouve que c'est plutôt un message positif qu'elle est en train de poser comme ça. C'est-à-dire que c'est en fait de dire, que ce soit aux Haïtiens, que ce soit au monde noir, et puis on peut même encore ouvrir à l'ensemble de l'humanité, est-ce que vous voulez que les choses restent ainsi? Est-ce que vous ne voulez pas avoir, on va dire, des vies beaucoup plus accomplies, beaucoup plus belles que celles dans lesquelles... voilà, que celle que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, c'est véritablement cela. Donc, c'est un message, je pense, qui part de la résilience, bien sûr, mais qui invite au dépassement, c'est-à-dire que qui, en fait, invite à l'effort. Quelque chose un peu comme Aimé Césaire, par exemple, dans la tragédie du roi Christophe. Donc, ce roi Christophe, encore grande figure haïtienne, qui mettait son peuple au travail, qui ne relâchait pas, qui avait ce culte-là de l'effort, c'est-à-dire que qui est de dire que mais si vous voulez en fait être libre, parce qu'on ne peut pas réclamer la liberté si on n'est pas prêt à faire déjà l'effort pour conquérir cette liberté, et en plus de ça, pour la conserver. Parce que la liberté, c'est vraiment comme un oiseau en cage. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir la cage, et puis rapidement, il s'est envolé, et puis vous vous retrouvez totalement démunis. Donc, c'est véritablement cela. C'est-à-dire c'est une résilience, oui, mais aussi, c'est-à-dire donc notamment à travers la danse, parce que vous savez que la danse est un des moyens les plus fabuleux de se déstresser, d'oublier tout. Et notamment quand on tape le sol. Taper le sol, c'est puissant parce qu'on fait venir des énergies en nous et qui vraiment nous permet d'avancer. Mais au-delà de cette résilience-là, il y a vraiment cette question de l'effort qui est-ce que vous voulez continuer à vivre des vies qui ne sont pas à la dignité de ce que vous méritez? Je trouve que dans votre poème, il y a cette image de la lune, du clair de lune qui revient très souvent. Et je pense que justement, ça illustre très bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que cette lune qui rayonne dans l'obscurité et qui est là. Et à niveau symbolique, la lune est naturellement un élément très fort, lié aussi à la femme. Et il revient, donc la lune revient tout au long du poème, déjà dès le début, on a la lune qui souriait de ses dents blanches, la danse de la lune qui rythmait les élancements du corps de la femme, et puis justement ce rayonnement à la fin. Donc, je pense que ça illustre justement très bien ce que vous venez d'exprimer. Oui. Et je me demandais justement dans ce poème, c'est très beau parce qu'il y a justement cette association de la femme en fait à différents éléments. Donc il y a la lune, mais il y a la terre aussi, comme vous venez de dire, l'importance de la terre pour la danse, ou l'eau qui revient aussi, le feu, donc tous ces éléments. Et par là, je trouvais justement que l'image de la femme était extrêmement enrichie et agrandie, c'est-à-dire que la femme n'est pas juste l'être humain, mais elle est reliée en fait à une dimension presque cosmique, on pourrait dire, ou universelle. Totalement. Même par exemple, même quand on prend l'univers haïtien, c'est-à-dire qu'avec le vaudou, puis ainsi de suite, il suffit de voir simplement la place que les femmes peuvent avoir dans le culte du vaudou. Et quand on sait qu'en fait, donc, la religion, c'est un des aspects les plus fondamentaux d'une société, si vous avez des femmes qui peuvent accéder à la prêtrise, vous comprenez rapidement que même dans d'autres sphères de la société, elles peuvent sans problème être présentes. Il y a par exemple la reine Hatshepsut en Égypte, et puis ainsi de suite, dont les figures sont nombreuses. Néfertiti qui a presque gouverné en même temps que c'est Akhenaton. Voilà. Donc, nous avons tellement d'images, en fait, comme ça, dans le monde noir, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, de femmes qui nous rappellent ce lien-là très, très fort. Et je pense que nous avons besoin, dans notre époque, à l'heure actuelle, de reconsidérer cela. Pourquoi je le dis? Je le dis en fait parce qu'il y a quand même des événements, on va dire, des grands drames qui se déroulent. Récemment encore, là, j'entendais une histoire d'un couple, je pense aux États-Unis, un couple camerounais, où
le mari tabassait la femme, oui, aux États-Unis, et puis elle est morte d'hémorragie cérébrale, que ce soit au Cameroun, on tape, voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent, on regarde un peu partout, voilà. Et même en Europe, hein, voilà, donc ce n'est pas une exclusivité, on va dire, de l'Afrique ou bien ainsi de suite, mais de vraiment dire en fait qu'on ne peut plus accepter ce lot de violence là, hein, que subissent les femmes. Ce n'est plus possible. Donc, il y a vraiment là un grand besoin. Je pense qu'au niveau des hommes, voilà, que nous changeons un peu notre logiciel par rapport à cela. Et je pense que de renouer avec, on va dire, les anciennes conceptions peut être très utile, voilà, pour arriver quand même à trouver une sorte d'harmonie et puis de sortir un peu de cette asphyxie-là du mal qui peut tout, qui sait tout, voilà, qui est au centre de tout, non. Hein, je pense que c'est plutôt là un couple, hein, c'est un couple, voilà, et que la femme, vraiment, c'est comme la lune, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, celle qui permet d'équilibrer le monde, hein, et que si elle n'est pas là, le monde ne s'équilibre pas, voilà. Donc, il y a vraiment besoin qu'elle reprenne sa juste place. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à prendre une place subalterne, elle n'a pas à prendre une place inférieure, elle doit prendre sa juste place qui est en fait celle de cet être complet, de cet être voilà, aussi divin, aussi sublime que l'homme, mais qui simplement à côté de lui, avec ce que la nature lui a donné comme don, comme intelligence, comme attribut, permet à ce que voilà, la vie soit plus équilibrée et puis un peu plus heureuse pour les deux. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Je pense que j'avais vraiment envie aussi de mentionner, quoi, que ça fait partie quand même d'un de ces messages comme ça que voilà, le poète de temps en temps a envie de transmettre à ses semblables. Ben, c'est un très très beau message et je pense vraiment très très important parce que effectivement je pense que cette réflexion autour de la place de la femme et de ses pouvoirs peut-être aussi au sein de la société, c'est effectivement un sujet à repenser ou continuer à repenser. Même dans des sociétés occidentales qu'on pense libres. Hein. Je pense Oui, qu'il y a énormément totalement, de voilà. féminicides en Occident, de violences contre les femmes. Donc voilà, c'est un grand sujet que vous travaillez vraiment de façon magnifique. Alors j'aimerais bien revenir aussi sur une dernière image ou une des dernières images dans votre poème, où la danseuse, vous dites, elle sortit du cercle comme le vent se glisse sous une porte. Hein. Donc on a cette idée de liberté aussi, hein, de franchir les obstacles, de franchir la porte, d'ouvrir une porte justement vers quelque chose de plus grand peut-être, un espace vers la liberté. Et voilà, donc j'ai été beaucoup touchée par cette image aussi qui reprend de nouveau un niveau symbolique, hein, cette question de la liberté de la femme. Oui, et aussi, disons, j'avais envie d'une image marquante, frappante. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme la diva. Bon, après, on va dire que peut-être ce sont des figures très masculines, il n'y a que les hommes qui peuvent voir les choses comme ça et tout. Bon, voilà, je dois avouer que malgré tous mes efforts, il y a quand même des choses que je dois aussi améliorer. Mais disons que ce qui m'intéressait, en fait, c'était vraiment cette idée de la diva. C'est-à-dire qu'elle passe en très peu de temps, mais le peu de temps où elle est restée est suffisamment marquant. C'est-à-dire que comme si, en fait, elle laissait une empreinte, disons, de son corps après qu'elle ait évacué la scène. J'avais vraiment besoin donc de quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en fait, où elle arrive dans la danse, elle entre dans ce cercle-là, elle délivre ce message et puis elle se glisse. Et avec comme ça ce vide hein, que, voilà, comment on peut dire, sa disparition soudaine crée, mais un vide en fait qui interroge. Parce que vous savez souvent que quand les choses sont, on va dire, soudaines, rapides, mais intenses, hein, surtout intenses, elles suscitent énormément de réflexion. Et c'est vraiment cette idée-là qui m'intéressait en fait. C'est-à-dire que d'avoir, en fait, que l'intensité, on va dire, de sa prestation laisse, par la soudaineté de sa disparition, un vide suffisant pour qu'on se mette à réfléchir à partir de là. Et qu'avec l'émotion que suscite cette disparition-là, voilà, ce soit le tremplin hein, à partir duquel on se mette à poser
finalement la question qui est celle qu'elle a posée. C'est-à-dire que est-ce que les choses doivent demeurer ainsi? Est-ce que les femmes doivent toujours être en dessous des hommes? Est-ce que hommes et femmes ne doivent pas cheminer ensemble vers la liberté? Et ainsi de suite. Donc la question ouverte, et voilà, c'est vraiment cette question à laquelle je pense que si tout un chacun peut se l'approprier, ben, le poète aura fait son travail. Vous aurez été la diva qui entre dans le cercle et qui ressort et qui laisse justement à penser et qui laisse une empreinte très très forte. Prenez la question, cheminez avec, trouvez la réponse et puis avancez. Oui. Alors justement, pour reprendre cette image de la diva qui entre dans le cercle et qui ressort, hein, donc vous aussi, hein, vos performances, hein, quelque part, vous entrez dans nos vies hein, quotidiennes, vous laissez une trace et vous repartez. Vous pourriez peut-être, parce qu'il y a vraiment toute une performance autour de votre poème, hein, je veux dire, vous l'appelez slam, hein, donc vous reliez vraiment à l'idée de la performance de la parole. Hein. Ce n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement des idées que vous transmettez, mais il y a une réelle performance. Et j'aurais bien voulu que vous nous développiez un peu cette idée, disons, qui soutient vos performances, qui sont toujours très marquantes. Hein. J'ai eu déjà la chance de vous voir à d'autres occasions. C'est quelque chose qui fait partie de l'esthétique de votre poème. Oui, bon, je pense que le fil directeur, en fait, là, c'est la beauté. Hein, et puis, ce sont les instruments de la beauté. Hein, c'est-à-dire que nous avons la chance, en fait, en tant qu'être humain, que la beauté nous est accessible de différentes manières. C'est-à-dire qu'elle peut être accessible par l'écriture, elle peut être accessible par la voix, elle peut être accessible grâce aux instruments, donc la musique, et puis ainsi de suite. Et en fait, moi, j'ai un peu cette idée-là, comme ça, on va dire, d'art total. Hein. Et c'est un peu une idée, on va dire, qui me rattache quand même aussi à quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. C'est-à-dire que dans le monde noir, le monde africain, c'est-à-dire cette idée du griot, cette idée, par exemple, chez moi, on l'appelle le munganga. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, seulement un conteur, mais celui qui compte, par exemple, c'est aussi celui qui chante aussi. Hein, donc, il ne fait pas seulement que parler, mais il chante aussi. Et ce qu'on ne dit souvent pas, c'est qu'ils sont aussi des initiés à l'écriture. Hein? C'est-à-dire que ce n'étaient pas seulement des gens qui chantaient ou bien qui racontaient, mais c'était aussi des gens qui écrivaient, qui savaient écrire, qui même avaient un rôle thérapeutique, c'est-à-dire que qui savaient aussi soigner. Parce que finalement, c'est en fait ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous sommes en fait en train d'utiliser la beauté pour soigner nos âmes, pour soigner nos corps, c'est-à-dire dans de différentes afflictions. Je pense que c'est véritablement en fait ce rôle-là. On va dire que moi, j'ai envie d'épouser, c'est-à-dire d'utiliser en fait les mots, d'utiliser la musique pour soigner les âmes, aussi modestement que bien sûr je puisse le faire. Mais je pense que voilà, c'est important d'avoir recours à ces ressources du beau-là et puis voilà, de nous soigner, d'introduire dans nos vies un certain nombre d'idées, d'être justement le poète, c'est-à-dire que celui qui se met à la frontière et puis qui dit que, ben voilà, ne perdons pas les vérités essentielles hein, et qu'une vie ne peut pas s'accomplir si elle oublie les vérités essentielles qui sont ben, justement la liberté, qui sont par exemple l'égalité. Et que ben, vous ne pourrez pas, en tout cas nous ne pourrons pas avoir un cheminement heureux si nous perdons de vue ces idées essentielles. Donc, et puis ces idées essentielles, voilà, elles sont connues. Hein, c'est-à-dire que, comme la justice par exemple, donc elles sont connues, mais il faut toujours les rappeler parce que nous avons souvent tendance à oublier ce qui est important pour nous attacher hein, à beaucoup de choses, comment je peux dire ça, de choses voilà, sans importance, des choses futiles. Donc, de rappeler aussi ça, que ben, il y a l'essentiel dans une vie, qui est ben, un peu plus de justice, un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité, et puis ainsi de suite. Oui, et cette liberté, justement, ben, c'est aussi un peu le fil conducteur de votre poème, hein, puisque vous l'intitulez dans ce livre. Oui. Donc, oui. c'est vraiment retrouver cette liberté à travers la danse et
Et comme vous le dites là pour la poésie, on a l'impression en écoutant le poème ou en le lisant qu'il y a vraiment une valeur thérapeutique aussi à la danse, donc de retrouver la liberté, de se libérer des chaînes pour... voilà. Alors ces chaînes, justement, vous en parlez un peu dans votre poème. Quelles sont ces chaînes auxquelles vous faites allusion? Bon, déjà, première chose, c'est parce que pour vraiment tester, si vous voulez, on peut faire tous ensemble un petit test. Hein. Je vais décompter de 3 à 0 et à 0, on va tous taper le pied au sol. Et puis, vous allez me dire ce qui se passe. Hein. Si c'est banal, c'est que vraiment, alors, je n'ai rien compris à ce qui se passe. Donc, je vais décompter. 3, 2, 1, 0. C'est quand même pas, hein, vous sentez quelque chose qui monte, non? Hein, il y a quelque chose qui monte. Voilà. Et c'est quand même pas, et puis c'est pas rien. En tout cas, moi, par exemple, en faisant ça, ça me, voilà, je me sens traversé par quelque chose qui m'apaise, voilà, quoi, qui me rend beaucoup plus serein. Donc, ce sont des petites choses comme ça, c'est-à-dire que juste pour nous rappeler aussi la connexion qu'en tant qu'être humain, nous avons donc avec les éléments et que n'oublions pas ça, que voilà, ce sont des choses simples qu'on peut faire tranquillement et puis qui apportent déjà énergétiquement des choses très intéressantes. Donc, ici, en fait, les chaînes, c'est-à-dire que d'où en fait viennent exactement ces chaînes-là. C'est-à-dire que les chaînes, en fait, c'est tout ce qui empêche quelqu'un d'aller vers son plein accomplissement. Parce qu'en fait, souvent, vous voyez, par exemple, moi, je viens d'un pays, et puis bon, là, on parle des pays du Sud, des pays pauvres, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. Et il y a souvent, en fait, un discours qu'on appelle le discours du développement. C'est-à-dire que le discours du développement, c'est-à-dire, en fait, finalement, suivez à peu près le cheminement des pays occidentaux, et puis vous aussi accumulez des biens, des richesses, et puis voilà, quoi, puis devenez des pays prospères, voilà, riches. Ce qui est sûr, en fait, c'est que un pays, bien sûr, doit pouvoir avoir les ressources et puis suffisamment de moyens, on va dire, pour assurer son gouvernement, pour assurer sa protection, pour assurer l'essor de sa population. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire grand-chose si vous ne pouvez pas, par exemple, assurer une armée qui va vous protéger, si vous ne pouvez pas avoir assez de finances, par exemple, pour construire des différentes infrastructures, et puis ainsi de suite. Mais il se trouve en fait que les chaînes, donc finalement, c'est quoi? C'est en fait enfin, voilà, que les pays, justement, donc, aspirent à cet épanouissement-là, mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que les êtres humains aussi, et que c'est d'abord l'épanouissement de l'être humain, homme comme femme, qui va entraîner l'épanouissement du pays. C'est le développement de l'être humain qui va entraîner le développement du pays. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que le pays ne va pas se développer et puis l'être humain, lui, il n'est pas libre. Non. C'est-à-dire donc que tout cela doit aller de pair. C'est-à-dire que plus l'individu va se développer, donc je ne parle pas là de développement personnel, mais disons que plus il va s'accomplir, plus il va s'accomplir, c'est-à-dire en fait avoir la possibilité, on va dire, de réaliser une partie, parce que bon, on ne peut quand même pas réaliser tous nos rêves dans la vie, mais s'il a la possibilité de réaliser une partie de ses rêves, si par exemple même il a la possibilité d'exprimer simplement les talents qu'il a, alors à partir de là, le pays lui aussi va progressivement cheminer vers le développement. Donc c'est vraiment en fait cette idée-là. Donc les chaînes finalement, donc c'est tout ce qui va en fait empêcher qu'un individu ou que les individus, hommes comme femmes, puissent aller vers leur accomplissement, donc notamment le cas des femmes, un peu comme je disais, donc avec des systèmes machistes, patriarcaux, qui vont les mettre dans des rôles où elles ne pourront pas, par exemple, exprimer les potentialités de leur être, et puis d'autres individus, et puis ainsi de suite. Donc l'idée véritablement, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à un pays qui atteint, on va dire, un niveau d'essor, ça passe par les individus. Et que tant que les individus ne pourront pas cheminer vers, on va dire, plus de liberté, plus de justice, plus d'épanouissement personnel, il est clair en fait que le pays, lui aussi, ne pourra pas du tout atteindre ce niveau tant rêvé qui est le développement. Je pense que c'est dans les deux sens, même dans les sociétés modernes, l'épanouissement individuel n'est pas forcément garanti. Oui, totalement. Voilà, c'est pour ça que bon, je dois forcément prendre les choses sous un certain angle parce que je parle à partir d'un certain endroit. Mais il est clair que oui, en effet, c'est-à-dire qu'on le voit très bien. Je dis par exemple ici en Suisse, on a été très surpris de voir par exemple que les femmes sont descendues mais massivement dans la rue pour demander des choses simples qui sont l'égalité salariale. On n'aurait pas cru à cela. On a découvert encore récemment par exemple le phénomène MeToo.
hein, qui a été quand même, je pense qu'avant le Black Lives Matter, ça a été quand même un phénomène planétaire où on découvre en fait que, ben voilà, que même dans des sociétés où on pensait que on avait dépassé une certaine forme d'oppression de l'homme sur la femme, ben on se rend compte que voilà, nous y sommes encore plein dedans et que finalement, ce dont nous avons besoin, c'est justement des poètes, c'est-à-dire que ces gens qui sont à la frontière et puis qui nous rappellent les choses essentielles, donc qui ouvrent la possibilité de dire les choses et puis de nous rappeler à ce qui est essentiel. Donc oui, je ne peux que vous rejoindre dans cette idée-là, qu'il y a, voilà, que c'est beaucoup plus global à percevoir comme phénomène. Oui. Dans votre poème, vous dites aussi la chanson qu'elle chantait dans la langue de ses ancêtres disait à peu près ceci, hein, et vous revenez donc sur cette question de la liberté. Donc justement, vous dites c'est le poète qui chante quelque part, hein, ou qui dit quelque part aussi, qui rappelle quelque part peut-être les grandes valeurs de l'humanité, de notre humanité à chacun de nous. Et quelle est cette langue de ses ancêtres? Justement, c'est ce passé dont vous parliez, où par exemple les femmes avaient une place dans la société, ou est-ce qu'il y a un autre sens de cette langue des ancêtres? Non, non, c'est bien ça, c'est bien ça. Par exemple, hein, on sait que il y a eu des recherches archéologiques, des découvertes archéologiques, donc qui nous ont montré, par exemple, que ben, dans les grottes en fait du néolithique, hein, où on voit donc dans les peintures rupestres, murales, là, où on voit des empreintes de mains, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les premiers archéologues étaient des hommes, mais il se trouve en fait que la théorie première qu'ils ont formulée était que cela était le produit d'hommes. Donc, que les hommes, en fait, étaient des artistes. Bon, c'est vrai quand même que quand on regarde au niveau, disons, des sociétés, par exemple, de caste et puis ainsi de suite, on voit que, bon, à différents corps de métiers, les forgerons, les artisans, ainsi de suite, donc ce sont des métiers plus ou moins dévolus aux hommes. Mais je ne sais pas pourquoi, ces premiers archéologues-là sont partis sur l'idée que c'était les hommes qui avaient, donc voilà, qui étaient les auteurs, hein, donc les artistes en fait. Donc que l'artiste est un homme. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà comment ils ont vu les choses. Et qu'est-ce qu'on découvre donc récemment? On découvre en fait récemment que il y a de fortes chances que hommes et femmes aient été des artistes. Donc une partie de ces peintures murales a été le produit de femmes. C'est-à-dire qu'en mesurant un peu la forme de la main, puis ainsi de suite, ben, on a trouvé que ça ne pouvait pas être des mains d'hommes, donc c'était forcément des mains de femmes. Donc, comme quoi, en fait, ben, même déjà dans ces temps anciens, les femmes étaient déjà des artistes. On découvre même encore autre chose de juste fabuleux, qui est que les femmes aussi participaient à la chasse. Donc, que dans le néolithique, ben, voilà, les femmes étaient dans les équipées qui partaient chasser les mammouths et puis ainsi de suite, et que ben, apparemment, elles se défendaient bien. Donc, voilà. Donc, cette idée même, en fait, finalement, de dire que la femme est protégée parce qu'elle est faible et puis ainsi de suite, ben, voilà, s'effondre totalement parce que justement, historiquement, il y a déjà eu des cas où ben, elles ont joué, ne serait-ce que même en Scandinavie, par exemple, ben, comme les hommes allaient faire, comme par exemple chez les Vikings, ben, quand les hommes allaient faire des équipés pour aller, je ne sais pas moi, piller à gauche, à droite, et puis ainsi de suite. Et les femmes restaient là, et puis c'est elles qui gouvernaient. Hein? Souvent, on l'oublie. Comme même on l'a découvert en Europe aussi pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que quand les hommes partaient faire la guerre, c'est les femmes qui restaient là, puis elles gouvernaient, et puis tout se passait bien. Au point où quand les hommes revenaient, bon, ben, ils se rendaient compte que les choses ont quand même continué, c'est-à-dire que rien ne s'est effondré. Donc, c'est aussi ça, hein, de vraiment arriver à rappeler juste des évidences simples comme ça, qui sont que justement, l'histoire nous montre suffisamment de cas où les femmes ont réussi sans problème à faire aussi bien, sinon mieux que les hommes, et que ben voilà, il n'y a aucune raison que cela ne puisse plus être le cas aujourd'hui. Et donc, ce langage à des ancêtres, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, c'est vraiment ce langage, en fait, de la vérité historique, donc la vérité temporelle. Parce que vous savez aussi souvent que, souvent pour asseoir sa domination, on corrige ou bien on travestit l'histoire, hein, on change l'histoire. Mais voilà, sauf que les preuves sont tellement flagrantes qu'on ne peut être que Vous faites en fait sur les femmes parce qu'effectivement, il y a souvent même l'ignorance de la place des femmes dans l'histoire ou l'ignorance de la femme dans les arts ben, est un discours aussi qui les affaiblit.
donc qui les rend faibles parce qu'elles sont invisibles, elles ne sont pas présentes, elles ne participent pas à la construction de la société, de la civilisation, alors qu'elles jouent complètement leur rôle. Non, mais c'est ça le but. Par exemple, j'ai juste un cas comme ça, en fait, qui est tellement flagrant. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez un peu au niveau du Katanga, bon, là, c'est pas du tout homme-femme, mais c'est très flagrant parce que, bon, ben, Stanley, par exemple, ben, il est passé au Katanga, il a vu, en fait, que c'est une région qui avait un essor fabuleux, grâce notamment aux minerais, hein, qui avaient été découverts et qui commençaient déjà à exploiter. Hein. Donc, ils n'ont pas attendu que d'autres viennent. Donc, déjà, avant la pénétration coloniale, ils exploitaient déjà les minerais au Katanga. Donc, ce qui a créé une région avec un très grand essor. Et puis, ben, bizarrement, quand il y a la conquête coloniale, ben, on présente plutôt les Katangais comme étant des barbares parce que, bon, ben, ils tranchaient la gorge de leurs adversaires pendant les combats. Mais il n'en demeure quand même pas moins que c'était une ville de 85 000 habitants. Je ne sais pas si vous imaginez ça. 19e siècle en Afrique, une ville de 85 000 habitants, plein Katanga, donc un royaume juste splendide. Donc, c'est autant de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tendance-là à vouloir un peu réduire, hein, quand on veut dominer quelqu'un, à vouloir réduire, à vouloir effacer, annihiler totalement ce que son génie a pu produire. Mais bon, voilà, nous sommes aussi dans une phase justement de l'histoire où nous avons besoin que tout le monde s'épanouisse. C'est-à-dire que le monde est suffisamment grand pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut s'épanouir dans le monde, c'est-à-dire que quelle que soit la géographie dans laquelle il se situe, quel que soit son genre. C'est-à-dire que le monde ne peut pas être simplement destiné à certains et voilà, pour leur épanouissement et à d'autres, que ce soit le lot de misère et puis de désolation. Non. Nous avons suffisamment de ressources maintenant, nous fabriquons, nous produisons suffisamment de richesses pour que voilà, les 7 milliards d'hommes et de femmes qui sont sur cette planète Terre-là dont je touche le sol puissent être un petit peu plus heureux, non? Nous touchons tous le sol, hein? Oui, Même oui, si on est chacun isolé dans notre coin, chacun chez soi à la maison, comme l'a dit, mais on est tous reliés quand même. Voilà. L'économie est lente. C'est ça, c'est ça. Alors, je propose, Timba Bema, si vous êtes d'accord, qu'on ouvre le débat et qu'on laisse le public poser des questions. Alors, voilà, peut-être que vous pouvez lever la main. Il y a l'option lever la main. Je ne sais pas si vous voyez où c'est en bas. Donc, comme ça, je peux un peu gérer les interventions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des compléments, des remarques? Tout le monde est sous l'admiration de votre parole. Ah, il y a le représentant qui revient. Merci beaucoup. Vraiment, c'est prendre la parole pour féliciter M. Bema pour cette représentation de qualité et vous dire que ça rehausse vraiment, n'est-ce pas, cette soirée et notamment cette célébration, sur d'autant plus que vous vous situez au cœur même de la thématique qui a été choisie. Vous avez replacé la femme, n'est-ce pas, à sa place. Quand vous parlez, n'est-ce pas, la centralité, n'est-ce pas, la femme, ça nous saisit. Mais ce n'est pas simplement la centralité, mais de démontrer également, n'est-ce pas, par votre art, comment elle se donne, n'est-ce pas, elle prend toute sa place. Elle est légitime, n'est-ce pas, sa place dans le concert, n'est-ce pas, je veux dire, des efforts que nous déployons, n'est-ce pas, au quotidien pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. Et c'est pour ça que j'ai été très marqué, n'est-ce pas, par l'insistance que vous avez eue par rapport à la résilience, cette capacité à résister, transcender, surmonter, n'est-ce pas, les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées, mais avec toujours, n'est-ce pas, cette touche qui n'est pas passée inaperçue,
c'est de présenter les choses, n'est-ce pas, sous un jour très positif, très optimiste, et de démontrer que ce n'est que la confirmation de ce qui devrait être. Ce n'est que la confirmation de ce qui devait être. Et je pense que les exemples que vous avez pu, n'est-ce pas, citer illustrent à bien des égards comment c'est pas aujourd'hui. Quand la femme dans la création, n'est-ce pas, de ce monde avait déjà sa place, c'est une place qui doit être bien évidemment, avec l'évolution du monde, confirmée d'une manière ou d'une autre. Donc, en tout cas, quand vous parlez de cette région que je connais également très bien pour les raisons que vous pouvez bien imaginer, à Douala, où la femme joue un rôle extrêmement important, n'est-ce pas, dans cette organisation traditionnelle, n'est-ce pas, des rôles au sein, n'est-ce pas, de la société, et notamment au sein de cette tribu, où elle jouait, n'est-ce pas, un rôle très sensible. C'est le rôle de ministre, n'est-ce pas, des Finances, si on peut le dire. Donc, vous l'avez dit, jouait, n'est-ce pas, le rôle, j'allais dire, qui avait à la fois, n'est-ce pas, le devoir de veiller, n'est-ce pas, sur les moyens financiers, n'est-ce pas, de la tribu, donc le trésor de la tribu, mais également de s'assurer de la bonne redistribution, n'est-ce pas. C'est donc dire que c'était un rôle extrêmement central, et un rôle à la fois central, mais également sensible dans le cas, n'est-ce pas, d'une organisation, d'une société, n'est-ce pas, humaine. Donc, c'est vous dire que nous ne pouvons que saluer, n'est-ce pas, ce travail que vous menez, et avec vraiment de l'art, hein, avec toute l'élégance qu'il faut, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Vous avez pris tous les symboles qui doivent accompagner cela. Quand on demandait de frapper le pied sur... vous avez frappé alors? Nous avons frappé, nous avons ressenti ce que vous attendiez de nous, mais un élément aussi extrêmement important que je tenais, n'est-ce pas, à souligner, vous l'avez dit, c'est que dans un contexte comme celui-ci, qui est un contexte inédit, il faut quand même le dire, la solidarité doit être, n'est-ce pas, au cœur, et que ça dépasse les continents. Vous avez dit tant du nord qu'au du sud, et c'est de démontrer que cette solidarité devrait, n'est-ce pas, profiter à toutes et à tous. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Et donc, je repose la question. Est-ce que quelqu'un aurait envie encore d'intervenir? Il y a Claudine, là, Claudine Fischer. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de questions, mais je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Ah, voilà, elle a pris le micro. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Timba. Bonsoir, Claudine. Alors, dis-moi, quelle est ta question? Alors, écoute, non, mais vraiment, je suis sous le charme de ce texte, de ce beau poème, et puis qui remet vraiment l'église au milieu du village, si j'ose m'exprimer ainsi, dans le sens de cette diva. Et comme c'est difficile aussi pour nous, en tant que femmes, de se mettre dans ce rôle de diva, parce que des divas, il y en a beaucoup, mais malheureusement qui sont très souvent dans le silence, peut-être dans le poids aussi de la vie. Et moi, j'aurais une question à te poser, c'est par rapport à toi, en tant qu'homme. Et tu as ton art, tu as ta vie d'homme, et tu as ta vie d'artiste. Et comment tu vis ton art, mais vis-à-vis de toi par rapport à ton pays, où l'on sent aussi que ce continent, et notamment le Cameroun, t'est très cher, et probablement aussi qu'il y a même peut-être des souffrances ou des choses que tu as vécues. Et dans tout ce que tu mets dans l'écriture, dans ton engagement d'homme et d'artiste, on sent ce vouloir aller jusqu'au fond, et où tu étudies, où tu montres vraiment la réalité, la profondeur de tout ce que tu dis, de tes articles. Enfin, je n'ai pas toujours tout lu, bien entendu, mais je trouve
ça tellement extraordinaire quelque part, parce que tu apportes une vision et une réalité que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Donc moi, je me demandais juste cette question, comment toi tu vis à l'heure actuelle ici, en Europe, donc en Suisse, et puis ta vision aussi de ton Afrique, de ton Cameroun en tant qu'homme, toi, comment tu vis cette dualité quelque part? Voilà, c'est ma question. Bon, Si ça, c'est compréhensible. C'est une question qui est compliquée. Oui. C'est une question qui est compliquée. Mais en même temps, je pense que la chance peut-être que j'ai, c'est d'être écrivain, simplement. Parce que tu sais, un écrivain, c'est en fait quelqu'un qui est bien souvent dans l'isolement. C'est bien souvent solitaire. C'est un peu comme un ermite, comme ça. Mm-hmm. Et tu sais, pour écrire même, tu as besoin d'être loin. Tu vois, tu as besoin de prendre beaucoup de recul par rapport aux choses. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai souvent tendance en fait à dire que je suis beaucoup plus proche même du Cameroun que ceux qui y vivent, par exemple. Parce que justement, comme je suis loin du Cameroun, je peux mieux l'habiter par ma pensée que ce que je n'aurais pu faire si peut-être j'étais sur place. Et que c'est vraiment un écrivain, il a besoin de ça. Il a vraiment besoin de regarder les choses de loin. C'est très important pour pouvoir écrire. Et ce regard de loin, là, ne signifie bien sûr pas qu'on est totalement éloigné en réalité. Non, c'est juste en fait qu'on met simplement cette distance-là, mais qui est en fait un moyen, disons, un cheminement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel, en tout cas dans ce qu'on voit. Et puis, bon, comme tu sais aussi, quand on écrit, en fait, on ne peut pas parler de tout. Et la chance que nous avons en tant qu'être humain, c'est que l'expérience de quelqu'un qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée peut me parler. Et c'est ça qui est juste extraordinaire, en fait. C'est que si je suis attentif, il peut arriver à me dire quelque chose, même en parlant que de ses propres problèmes, il peut arriver à me dire quelque chose de fabuleux sur moi-même. Donc, ce qui fait en fait que même en me focalisant, en regardant simplement ce pays-là où je suis venu au monde et qui a façonné ma sensibilité, c'est-à-dire que je ne peux plus faire autrement. C'est-à-dire que j'adore par exemple la Suisse, tu sais l'amour que j'ai pour ce beau pays, tu sais même l'intérêt que j'ai pour ce pays, c'est-à-dire que d'aller découvrir ce pays en profondeur dans ses traditions, ainsi de suite, tu le sais. Mais bon, voilà, ma sensibilité a été façonnée parce que je suis arrivé au monde à un certain endroit et que c'est à partir de cet endroit donc, que mes yeux ont été forgés et que je ne peux voir le monde que comme un enfant qui vient de là-bas. Mais il n'en demeure pas moins que, même en parlant de cette expérience-là, on peut arriver à trouver des passerelles, on peut arriver vraiment à trouver des points de rencontre fabuleux. Et c'est ça, finalement, peut-être même le rôle d'un écrivain, c'est-à-dire que de tisser des ponts comme ça. Hein? C'est-à-dire que où, en fait, de tisser ces terrains-là où on peut se retrouver ensemble, où on peut parler. Parce que c'est quand même important. Hein? Parce que souvent, ce qu'on oublie même, c'est que nous partageons une même langue. Hein? On a souvent tendance à l'oublier. Hein? On se regarde souvent comme on pourrait regarder un martien, alors comme on pourrait regarder des martiens en oubliant que nous partageons la même langue, même si peut-être nous avons différentes intonations ou bien peut-être nous mettons peut-être des contenus un peu plus différents dans cette langue, mais en réalité, c'est que quand même nous avons déjà ce patrimoine-là aussi qui est important hein, et qui normalement devrait même plus nous rapprocher. Donc je pense que oui, que si tu le dis, ça veut dire, je pense que j'ai juste bien fait mon travail d'écrivain. Et oui. je te remercie. Merci beaucoup. Oui. Juste encore une chose, si j'ai le temps. Oui. Je voulais juste, alors vraiment, rebondir sur ce que tu as dit, dans le sens que le développement durable ne peut que passer par l'humain. On parle beaucoup du développement, de l'écologie, de la nature, etc. Mais à mon avis, on ne parle pas assez de l'humain. Et avant tout, développons le bien-être de l'humain. C'est notre b.a.-ba et c'est peut-être voilà, tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est ce que nous devons mettre vraiment en avant. C'est l'être humain. Merci beaucoup en tout cas, Thiba. Merci pour ce beau partage. Vraiment. Ça me fait penser à une observation justement que le représentant disait tout à l'heure. Par exemple, quand on prend un peu au Cameroun, les femmes en fait sont le pilier de l'économie.
C'est-à-dire que le pilier de l'économie, c'est-à-dire que c'est un pays en fait qui est encore principalement agricole, on va dire. Donc il y a un petit peu d'industrie, mais la principale richesse, c'est l'agriculture. Et puis dans nos traditions, c'est les femmes en fait qui font l'agriculture. En gros. Oui, bien sûr. Donc imaginez juste en fait donc que si par exemple dans un pays comme le mien, là, et bon, c'est un cas qui peut s'appliquer dans plein d'autres aussi, le statut des femmes change, simplement. Imaginez un peu les conséquences que cela peut avoir, par exemple, ne serait-ce que dans la production agricole, si simplement le statut change. Donc, ce sont des petites choses comme ça où, en fait, on peut finalement même arriver à booster un grand bond en avant si simplement on arrive à s'occuper d'un changement de leur statut de manière à ce que, étant les actrices de l'agriculture, que peut-être la production et puis ainsi de suite connaissent des chiffres astronomiques. C'est des petites observations comme ça. Oui, et puis en plus de ça, il y a quand même le développement durable, justement, par rapport à l'épanouissement de la femme, de l'homme et de l'égalité de l'homme et la femme. Et là, il y a encore du boulot. C'est bien ça. Merci. Le poète doit rappeler tout le temps que... Voilà, exactement. Voilà, merci, Timba. Merci, Claudine. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. Voilà, alors je propose peut-être que nous terminions gentiment cette soirée magnifique. Merci beaucoup, Timba, vraiment, à travers ce poème, on a vraiment pu repénétrer dans cette grande humanité que nous partageons tous. Hein, et vous nous avez vraiment chanté, mis en valeur aussi cette beauté de la femme, hein, qui est vraiment quelque chose de très beau, sans en fait avoir ce discours de femme victime hein, qu'on entend souvent aussi. Alors vous, c'était pas du tout ça, hein, c'est vraiment le contraire. Et je trouve que il y a vraiment, comme vous disiez, presque une valeur thérapeutique, hein, une valeur très très belle qui nourrit, qui renforce, qui voilà, fait voir en fait la beauté des femmes, de l'être humain en général, hein, parce que voilà, on peut chanter aussi la beauté des hommes. Ah, magnifique. Donc, merci beaucoup, Timba Bema. Merci pour cette magnifique performance, ce magnifique slam, ces idées riches. Et merci à tous les participants. Il y a juste Isabelle Biderman qui, de la SLFF. Ah non, elle a le... Ok, elle est partie. Je pense qu'elle voulait prendre la parole, je pense. Ah, elle est là. C'était juste un applaudissement. Mais merci à vous tous, en tout cas, pour cette très belle soirée, cette belle présentation, Timba Bema, cette superbe animation, Isabelle Chariat. Et puis, bien sûr, merci aux organisateurs de la soirée, la délégation de l'OIF. J'en profite, ce n'était pas l'idée, mais pourquoi pas. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Il y a Vanessa qui lève la main encore ou je ne sais pas. En fait, je voulais seulement dire merci beaucoup pour cette belle performance. J'ai beaucoup adoré, ça m'a aussi beaucoup inspiré. J'ai encore une petite question, si j'ai le droit de demander. C'est que vous avez dit pour écrire, parfois on doit prendre du recul. Et ma question, c'est est-ce que vous avez encore d'autres conseils pour des jeunes poétesses ou des jeunes écrivaines? Oui, ce serait de ne pas avoir de filtre. N'ayez pas de filtre. Et que ne vous censurez pas vous-même. Ce qui est plus important pour vous doit se retrouver dans ce que vous écrivez. Si ce qui est important pour vous, c'est-à-dire que si on vous dit, OK, vous venez d'écrire 10 lignes, combien de lignes vous pouvez effacer? Puis vous dites 10 lignes, ça veut dire que ce n'était pas important. Il faudrait que si vous écrivez 10 lignes et qu'on vous demande qu'est-ce que vous pouvez effacer, vous dites rien, parce que tout ce que vous avez mis dans ces 10 lignes-là sont importantes pour vous, ça veut dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Moi, voilà le conseil que je peux vous donner. Écrivez pour que tout ce que vous avez écrit, vous n'acceptez que rien ne soit effacé. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Donc, on retourne dans le thème de la liberté. Hein? La liberté. Donc, merci à tout le monde. Merci encore une fois de tout cœur, Timba Bema. Et j'espère à bientôt. Merci à l'OIF et à la semaine de la langue française et de la francophonie. Merci de l'organisation. Merci et bonne soirée.
Bonne soirée à tout le monde.